Bienvenue dans ce nouvel épisode de BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un exercice qui semble relativement simple lorsqu'on le regarde de l'extérieur, mais qui révèle une richesse biomécanique considérable dès que l'on commence à l'analyser en profondeur. Il s'agit de Arms Pulling Straps sur la long box et plus particulièrement de sa variation, le plow, enseigné sur le reformer avec la boîte longue. Cet exercice fait partie du répertoire essentiel du reformer et constitue une étape importante dans le développement de la stabilité scapulaire, de l'extension thoracique et de l'intégration du mouvement de traction dans la méthode Stott Pilates. Lorsque nous installons la boîte longue sur le reformer dans le sens de la longueur contre les épaulettes, puis que nous nous allongeons en décubitus ventral, la tête orientée vers les poulies, nous créons déjà une situation biomécanique particulière. Le bassin est placé au neutre, les jambes sont allongées, parallèles au sol, tandis que les bras s'étirent vers l'avant pour saisir les sangles. Dans cette position de départ, le corps est suspendu entre stabilité et mobilité. Le tronc doit maintenir son organisation alors que les membres supérieurs vont générer une traction capable de déplacer le chariot. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet exercice, c'est que le mouvement ne commence pas réellement dans les bras. Comme souvent dans la méthode Stott Pilates, le mouvement visible est la conséquence d'une organisation plus profonde. Avant même que les mains ne tirent sur les sangles, les omoplates doivent glisser doucement vers le bas du thorax. Cette dépression scapulaire prépare l'ensemble de la chaîne musculaire postérieure. Les trapèzes inférieurs, les rhomboïdes, le dentelé antérieur et les stabilisateurs profonds de la colonne créent alors une base stable sur laquelle les bras pourront agir efficacement. Les principes de mobilité et de stabilité scapulaire constituent d'ailleurs l'un des fondements du système de mouvement Stott Pilates. Lorsque l'inspiration débute et que les bras tirent vers l'arrière, le chariot commence à se déplacer. À première vue, on pourrait croire que l'objectif est simplement de renforcer le dos. Pourtant, le véritable enjeu réside dans la qualité de la transmission des forces. Les bras ne travaillant pas de façon isolée. Ils transmettent une force qui traverse les épaules, le thorax, la colonne vertébrale et le bassin. Toute perte de stabilité dans l'une de ces régions modifie immédiatement la qualité du mouvement. C'est précisément pour cette raison que la stabilité scapulaire est si importante. Les omoplates possèdent une mobilité exceptionnelle parce qu'elles ne sont pas directement attachées au thorax par une articulation osseuse classique. Elles dépendent essentiellement de l'équilibre musculaire pour maintenir leur position et leur orientation. Cette absence de support articulaire direct leur confère une grande liberté de mouvement, mais exige également un contrôle neuromusculaire particulièrement fin. Dans Arms Pulling Straps, nous sommes essentiellement dans un schéma de traction. Le système Stott Pilates décrit les mouvements de traction comme des mouvements sollicitant principalement la musculature postérieure. Les omoplates se rétractent, les coudes se dirigent vers l'arrière et la colonne thoracique s'organise progressivement dans une légère extension. Cette organisation correspond exactement à ce que nous observons dans les activités fonctionnelles de la vie quotidienne lorsque nous tirons un objet vers nous ou lorsque nous rapprochons notre corps d'un point fixe. À mesure que le mouvement se poursuit, la colonne thoracique s'allonge. Ici, il est fondamental de comprendre la différence entre extension thoracique et compression lombaire. Une extension efficace ne consiste pas à écraser le bas du dos. Elle consiste au contraire à répartir harmonieusement l'extension sur l'ensemble de la colonne. Les vertèbres thoraciques s'ouvrent progressivement tandis que le bassin demeure stable. Cette capacité à maintenir le bassin au neutre est directement liée à l'activité des stabilisateurs profonds du tronc. Le transverse de l'abdomen, les multifides, le diaphragme et le plancher pelvien contribuent à créer une pression intra-abdominale adaptée qui agit comme un véritable système de soutien interne. Le système Stott Pilates insiste particulièrement sur cette relation entre respiration, activation profonde et stabilité lombo-pelvienne. La pression intra-abdominale agit comme un coussin pneumatique interne capable de diminuer les contraintes sur la colonne vertébrale.
La respiration joue donc un rôle fondamental dans cet exercice. Lors de l'inspiration, la cage thoracique se développe dans ses 3 dimensions. Le mouvement ne se limite pas à un soulèvement du sternum. Les côtes supérieures effectuent un mouvement comparable à celui d'une anse de pompe, les côtes inférieures s'ouvrent comme une anse de seau et les 2 dernières côtes effectuent un mouvement de type étrier ou compas. Cette expansion tridimensionnelle permet au diaphragme de fonctionner efficacement tout en maintenant la stabilité du tronc. Lorsque l'expiration intervient, l'engagement progressif du plancher pelvien et du transverse de l'abdomen contribue à renforcer encore davantage la stabilité du bassin et du rachis lombaire. Cette coordination respiratoire améliore la transmission des forces entre les membres supérieurs et le tronc. D'un point de vue anatomique, les principaux muscles mobilisateurs de l'exercice incluent le grand dorsal, les rhomboïdes, les trapèzes moyens et inférieurs, ainsi que les extenseurs thoraciques. Le grand dorsal est particulièrement intéressant parce qu'il relie le membre supérieur au bassin à travers le fascia thoracolombaire. Lorsqu'il se contracte, il participe non seulement à l'extension et à l'adduction de l'épaule, mais contribue également à la stabilité globale du tronc. Cette continuité faciale explique pourquoi un simple mouvement de bras peut avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation posturale. Les trapèzes inférieurs jouent également un rôle déterminant. Ils participent à la dépression scapulaire et empêchent les épaules de remonter vers les oreilles. Une suractivité des trapèzes supérieurs entraîne souvent une compensation cervicale. Le pratiquant a alors tendance à raccourcir son cou et à créer des tensions inutiles dans la région cervico-thoracique. La position de la tête mérite d'ailleurs une attention particulière. Dans la méthode Stott-Pilates, la colonne cervicale doit prolonger naturellement la ligne de la colonne thoracique. Le regard reste légèrement dirigé vers le sol afin de maintenir la longueur de la nuque. Une hyperextension cervicale créerait immédiatement une surcharge inutile des muscles superficiels du cou. Les principes de placement de la tête et du rachis cervical insistent sur l'importance de cette continuité entre colonne thoracique et colonne cervicale. Sur le plan neurologique, cet exercice sollicite fortement les mécanorécepteurs présents dans les articulations, les muscles et les fascias. Ces récepteurs envoient continuellement des informations au système nerveux central concernant la position du corps dans l'espace. Plus le mouvement est exécuté avec précision, plus le cerveau affine sa représentation interne du mouvement. Cette amélioration de la proprioception constitue l'un des bénéfices majeurs de l'exercice. Au fil des répétitions, le pratiquant développe une perception plus fine de l'alignement de sa colonne, de la position de ses omoplates et de la qualité de son organisation posturale. Il est également important d'évoquer les erreurs les plus fréquentes. La première consiste à tirer avec les bras sans organiser préalablement les omoplates. Dans ce cas, le mouvement devient essentiellement un exercice de bras et perd sa dimension globale. La seconde erreur consiste à compenser par une hyperextension lombaire. Le pratiquant cherche alors à monter plus haut au prix d'une compression excessive du bas du dos. Enfin, la troisième erreur fréquente concerne la nuque qui se raccourcit et les épaules qui remontent vers les oreilles. Pour corriger ces défauts, il est souvent utile de revenir à l'essence même du mouvement. Avant de penser à tirer, il faut penser à glisser les omoplates vers le bas. Avant de chercher l'amplitude, il faut rechercher la longueur. Avant de produire davantage de force, il faut améliorer la qualité de l'organisation. Cette logique pédagogique correspond parfaitement à la manière dont Mary Tew recommande l'enseignement des nouveaux exercices. L'objectif n'est jamais de multiplier les informations simultanément, mais de construire progressivement les couches du mouvement. Position de départ, respiration, mouvement, anatomie, biomécanique, puis intégration fonctionnelle. Au-delà du renforcement musculaire, Arms Pulling Straps constitue donc un formidable exercice d'éducation du mouvement. Il enseigne la coordination entre respiration, stabilité centrale, mobilité thoracique et contrôle scapulaire.
Il prépare de nombreux exercices plus avancés du reformer, notamment ceux impliquant davantage d'extension thoracique et de contrôle postural. Finalement, lorsque nous observons ce mouvement avec attention, nous découvrons qu'il ne s'agit pas simplement de tirer sur deux sangles. Il s'agit d'apprendre à transmettre efficacement une force à travers tout le corps. Il s'agit d'organiser la mobilité autour de la stabilité. Il s'agit de créer de l'espace dans la colonne plutôt que de produire de la compression. Et il s'agit surtout de rappeler qu'en stott Pilates, chaque mouvement visible est toujours l'expression d'une organisation invisible beaucoup plus profonde. C'est précisément cette intelligence du mouvement qui transforme un simple exercice de traction en une véritable leçon de biomécanique appliquée. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode de BioPilates Deep Dive.